Clair que dans cette affaire où nous allons parler de climat, nous allons parler de CO2, nous allons parler de consommation d'énergie fossile, la question est moins souvent de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est utile à l'économie, au développement et utile pour sortir de la misère un certain nombre de gens, que de savoir qui est gentil et qui est méchant. Et j'ai le regret de te dire que tu es donc méchant. Mais nous allons quand même voir ce que tu as à dire. Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quel est ton parcours et ce qui a fait que tu en es venu à t'intéresser à cette histoire de CO2 et de climat? Oui, merci de cette introduction. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que, effectivement, certains me disent aujourd'hui que je suis stipendié, payé par l'industrie pétrolière, par l'industrie automobile. Et au début de ma carrière, il y a déjà très longtemps, il se trouve que j'ai été responsable de la sécurité routière. Donc j'ai introduit en France les limitations de vitesse, la réglementation sur l'alcool, sur la ceinture de sécurité. Et pendant des années, j'ai été considéré comme l'ennemi numéro un de l'automobile. Donc je change simplement de casquette. Et aujourd'hui, bon, paraît-il, je serai du côté des méchants en ce qui concerne l'environnement. Alors, la question qui m'est posée est très simple. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce sujet? C'est que m'intéressant à la sécurité routière et au transport, eh bien, il est certain que l'automobile, les transports sont un des contributeurs aux émissions de gaz carbonique. Et donc, je me suis interrogé, je me suis dit, bah, après tout, est-ce qu'il y a vraiment un danger? Et d'ailleurs, dans un de mes premiers ouvrages, j'adhérais complètement aux thèses officielles. Ben, ça me paraissait impossible que tous les scientifiques, d'après ce que nous lisons tous les jours dans la presse ou ce que nous écoutons, étant unanimes pour dire qu'il y avait un très grand danger, qu'ils se trompent. Je dirais que, à la limite, c'est pas crédible. Mais quand j'ai été plus au fond des choses, et je reconnais volontiers que c'est pas facile, parce que il y a une certaine unanimité de ce que nous lisons partout, eh bien, on s'aperçoit qu'on a de grandes raisons de douter. Alors, c'est ce qui m'a amené progressivement à changer d'avis et à me rendre compte que finalement, ce qu'on nous disait ne reposait pratiquement sur rien. Bien sûr, ça paraît pas crédible parce que nous assistons à un déferlement d'informations au nom des Nations Unies, au nom d'un organisme qui s'appelle le GIEC, dont on reparlera peut-être, qui est une émanation des Nations Unies. Mais si on prend également l'OCDE, l'Union européenne, tous les gouvernements à peu près, pas tous, mais presque tous, répètent la même chose, le CO2, c'est très dangereux. Alors, je commencerai plutôt, avant de m'interroger sur le danger du CO2, par une question très simple. Est-ce qu'on y peut quelque chose? Parce que chacun a entendu parler de la réunion qui s'appelle la COP 23. annuelle et la COP 23, qui s'est réunie et qui a conclu, comme toutes les autres, qu'on allait se réunir l'année prochaine, ce sera la COP 24. Et ça fait quand même 24 ans que ça dure. La seule décision qui est prise à chaque fois, c'est qu'on va se réunir l'année prochaine. Je signale que ça a été exactement la même chose à Paris pour la fameuse COP 21, où on a décidé qu'on allait limiter la hausse de la température à 2 degrés au-dessus de ce qu'elle était auparavant. Mais personne ne s'est mis d'accord sur la limitation des émissions de CO2. On peut dire la COP 21, ça s'est passé en décembre 2015 à Paris. Absolument. Et ça a été annoncé, préparé comme devant mettre en place un accord qui a effectivement été conclu entre les parties. Donc, ce qu'on appelle les parties, c'est essentiellement les différents pays, plus l'Union européenne qui a une place particulière dans le dispositif, donc une place en tant qu'entité, disons, on pourrait dire supranationale. Et donc la COP 21, 21e du nom, s'est tenue en décembre 2015 et en grande pompe, Laurent Fabius, qui était le président de la conférence, a tapé de son marteau vert de façon auguste pour valider l'accord qui devait sauver la planète et limiter les émissions
limiter la hausse de la température à 2 degrés, si possible à 1,5 degré pour faire plaisir aux États insulaires du Pacifique. Et donc depuis ce temps-là de la politique climatique, on vivait plus ou moins dans le grand espoir que ça y est, 20 ans plus tard, enfin les choses allaient changer. Et effectivement, donc, comme tu le dis, la COP 23 qui vient de se tenir à Bonn a montré que, comme d'habitude, on a affaire plutôt à du théâtre et il ne se passe pas grand-chose au-delà des proclamations générales. Oui, je crois qu'il faut revenir sur la COP 21, parce qu'il y a eu un tour de passe-passe, mais absolument extraordinaire. Là, je rends hommage à M. Fabius, qui présidait cette grande réunion mondiale avec tous les chefs d'État. Qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé qu'on allait limiter la hausse de la température, mais pas du tout qu'on allait limiter les émissions de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, parce que la Chine, l'Inde, l'Afrique, tous les pays en développement s'y sont opposés. Et d'ailleurs, la fondation Nicolas Hulot, qui n'est pas très suspecte, à la veille de cette réunion, donc la COP 21 qui a eu lieu il y a 2 ans, a fait le total des prévisions des différents pays à qui on avait demandé comment allez-vous réduire vos émissions. Et ils ont été effrayés, ils se sont aperçus que les émissions n'allaient pas du tout se réduire, mais qu'elles allaient augmenter. Et donc, on a eu un tour de passe-passe extraordinaire. Les chefs d'État ont décidé quel serait le niveau de la température en l'an 2100, mais se sont absolument pas mis d'accord sur les moyens d'y arriver. C'est-à-dire qu'on est revenu au Moyen-Âge. C'est-à-dire que là, on dicte au climat l'évolution qu'il doit faire. Et si vraiment le climat, la température en l'occurrence, était liée aux émissions de CO2, on irait à la catastrophe. Donc, le premier point de départ, c'est de bien voir que on n'a rien décidé du tout. On est à la 24e réunion pour une raison simple. Les pays en développement, qui constituent la majorité de l'humanité, ne peuvent pas sortir de la misère et de la pauvreté sans consommer du pétrole, du charbon ou du gaz naturel. Ce n'est pas la peine de rêver. L'Agence internationale de l'énergie le répète chaque année dans tous ses rapports. Les énergies fossiles, les hydrocarbures fossiles, c'est plus de 80% des émissions de l'énergie consommée par l'humanité, et ça ne changera pas dans aucun avenir prévisible. Donc, nous voyons et le solaire et l'éolien. Alors, les solaires et l'éolien sont pris en compte par l'Agence internationale de l'énergie, et leur part dans la consommation énergétique de l'humanité est évaluée à 3 ou 5%. Contrairement à ce que disait le GIEC, qui a osé écrire que ça représenterait 80%. Ce qui évidemment n'a aucun sens, puisque ce sont des énergies intermittentes. Donc le chiffre de 80% est un mensonge, mais nous sommes dans le domaine du mensonge. Donc on a une réalité, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. C'est une certitude. Déjà, depuis le début de l'ère industrielle, la quantité de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 40%. Eh bien, elle va continuer à augmenter, puisqu'on n'empêchera pas la Chine, l'Inde, l'Afrique, enfin tous les pays émergents, de consommer de l'énergie. D'ailleurs, et des hydrocarbures, pour être très précis, les hydrocarbures fossiles. C'est ce qui se passe. Il y a actuellement des centaines de centrales à charbon ou à gaz en construction. En Chine encore, ils en construisent encore. À peu près tous les 15 jours, il y a une nouvelle qui sort de terre en Chine encore. On était à une par semaine il y a quelques années. Maintenant, voilà, c'est un petit peu absolument. diminué. C'est peut-être une tous les 2 semaines, oui. Une centrale à charbon ou à gaz de la puissance d'une centrale nucléaire, toutes les 2 semaines. Mais l'Inde est en train de... Parce qu'ils ont plus d'1 milliard d'habitants dans la misère. Il y a 300 millions qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Qui n'ont pas l'électricité, 300 millions d'Indiens. L'Afrique, c'est pire. Donc tous ces pays sont en train de donner la priorité à la sortie de la pauvreté de leur population. La pauvreté et la mort. Parce que, bien entendu, l'espérance de vie est directement impactée quand on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas de moyens de transport. Donc la question ne se pose pas. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Les émissions vont continuer à augmenter. La quantité de gaz carbonique qui est présente dans l'atmosphère terrestre, il y avait, avant l'époque industrielle, il y avait un peu plus de 2000 milliards de tonnes. Si on parle de chiffres,
on essaiera de ne pas en sortir trop. Aujourd'hui, il y a 3 000 milliards de tonnes. Eh bien, dans l'an 2100, il y aura 4 000 ou peut-être plus de 4 000 milliards de tonnes. Alors, avant d'aller plus loin, ça impressionne de parler de milliers de milliards de tonnes, mais il faut quand même resituer ces milliers de milliards de tonnes dans l'ordre de grandeur qui est celui de la masse de l'atmosphère en tout, et signaler que la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère le gaz carbonique est présent à l'état de trace. On a tendance aujourd'hui à penser, et certains ont fait, on fait des sondages pour ça, pour consulter des gens un peu au hasard, pour leur demander quelle était, à leur avis, la proportion de gaz carbonique dans l'atmosphère. On a des 50%, 60%, on en est très loin. La réalité, c'est 0,04%. Et être passé donc de ces 2000 milliards de tonnes à 3000 milliards de tonnes, ça revient à être passé à une teneur atmosphérique en gaz carbonique de 0,03 à 0,04%. Et on va peut-être passer à 0,05 ou 0,06, ce qui reste résiduel. Je pense que c'est important de le dire parce que souvent les gens disent oui, mais vous voyez bien qu'avec toutes ces 1000 milliards de tonnes, ça va forcément impacter le climat. Mais on parle de changements qui, à l'échelle de l'atmosphère, sont quand même limités. Dans le livre que je viens de publier sur le sujet, qui vient d'arriver en librairie et qui s'appelle Le CO2 pour la planète. Et bon pour la planète, oui. Et bon pour la planète. Je mets aux éditions L'Artilleur. L'Artilleur, oui. J'ai mis en couverture un diplodocus. Alors tout le monde se dit, mais comment se fait-il quel est le rapport entre le diplodocus et le CO2 ? Mais le rapport est très simple. C'est que pendant l'ère secondaire, l'époque des diplodocus, l'époque jurassique, il y avait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Il y en avait 4 fois plus. Et comme il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, la végétation était beaucoup plus florissante qu'aujourd'hui. Parce que ça, c'est très important, on reviendra dessus. Plus il y a de CO2, plus la végétation pousse. Et pour les êtres humains, plus les rendements agricoles augmentent. C'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire de lutte contre la famine. Mais il faut savoir que du temps des diplodocus, à l'époque jurassique, il y en avait donc 4 fois plus qu'aujourd'hui. Il y avait donc une végétation, tout le monde le sait. La végétation était exubérante, ce qui permettait la survie de monstres diplodocus, dinosaures, qui mesuraient 30 mètres de long, qui pesaient 100 tonnes, et auprès desquels nos éléphants ont l'air absolument ridicules. Donc il y a un lien très direct entre la teneur en CO2 dans l'atmosphère, la végétation, et donc les diplodocus et les dinosaures. C'est un petit clin d'œil, mais un clin d'œil révélateur. Ça montre bien que le CO2 n'est pas dangereux. S'il avait été dangereux, tout le monde sait très bien que c'est l'époque où la végétation était la plus exubérante et où il y avait des animaux extrêmement variés qui ont disparu pour d'autres raisons. Parce que là, les savants scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord. On pense que c'est une météorite qui a... Vincent Courtillot, qu'on a reçu ici dans cette émission, lui pense que c'est plutôt le volcanisme et pense que c'est un mix des deux. Et effectivement, alors on controverse. On discutera pas. Mais ce qui n'est pas discutable, c'est qu'il y avait des dinosaures, il y avait des diplodocus et qu'il y avait donc des animaux énormes qui ne pouvaient survivre que parce qu'il y avait une végétation bien plus importante que la nôtre. Donc c'était pas du tout dangereux. Donc le mythe du danger dû au CO2, sur quoi repose-t-il? Alors il peut pas reposer là-dessus. Alors on nous dit que le niveau de la mer augmente. C'est tout à fait exact. Les satellites observent une augmentation. Ils sont très précis, parce que l'augmentation moyenne du niveau de la mer à l'heure actuelle est de 2 à 3 mm par an. Alors, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit, il y a une faute de frappe. Puisque 2 à 3 mm par an, ça fait tous les 10 ans 2 à 3 cm. On sait très bien que quand il y a des marées, c'est plusieurs mètres. Et quand il y a des tempêtes, les vagues font parfois 8 à 10 mètres. Alors qu'elles fassent 8 à 10 mètres plus 2 ou 3 cm, ça ne change évidemment absolument rien. Donc ça, c'est un mythe absolument évident. Il n'y a aucun danger de submersion de quoi que ce soit. 2 à 3 cm tous les 10 ans, ben mettons que ça fasse 20 à 30 cm au bout d'un siècle. Bon, au bout d'un siècle, je pense qu'aucun de ceux qui nous écoutent ne sera là. Enfin, je souhaite pour eux, bien sûr, mais enfin, moi, certainement pas. Mais c'est une plaisanterie. 20 à 30 cm de hausse du niveau de la mer, ça ne présente aucun danger. Eh bien, on a réussi à faire croire, c'est répété par les chefs d'État, c'est répété par tout le monde, qu'il y a des îles qui allaient disparaître, que des régions entières de l'Inde allaient être submergées avec des centaines de millions. Alors, on parle de réfugiés climatiques. Ça ne repose sur rien.
Les satellites sont formels et ceux qui confondent les centimètres et les mètres, s'ils le font sciemment, ce sont des menteurs. Et je signale que dans le fameux film d'Al Gore, il représentait New York en 2100 avec une hausse du niveau de la mer de 6 mètres. Et la réalité, si les choses continuent, et elles continuent d'ailleurs très régulièrement, c'est qu'il y aura 20 ou 30 centimètres de plus, c'est-à-dire que personne s'en apercevra jamais. La statue de la liberté ne sera pas engloutie sous les eaux. Alors ça dépend aussi, parce que la hausse du niveau marin est très variable selon les régions. Il y a des endroits où la mer monte et d'autres endroits où la mer descend, pour des raisons variées. Par exemple, essentiellement, soit le rebond isostatique, ce qu'on appelle le rebond isostatique, c'est-à-dire la fonte des glaciers, notamment en Scandinavie, fait remonter la plaque, et donc la terre remonte plus vite que la mer monte, et du coup le bilan est négatif. Il y a d'autres endroits où la mer monte. On sait qu'effectivement, elle monte de quelques millimètres par an, en fait, depuis au moins le début du XXe siècle. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, ça ne date pas d'hier. Et aussi, ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'il n'y a aucune accélération. Parce que c'est ça qu'on essaye de nous vendre aussi. C'est certes, c'était pas beaucoup jusque-là, mais ça va accélérer. Et vous allez voir, en doublant tous les 10 ans, on arrivera à monter d'1 mètre ou de 5 mètres, avais-je lu même. On sait que ça ne se produit pas pour l'instant, et que ce soit les mesures satellitaires ou les mesures au sol, on sait qu'il n'y a pas de hausse, d'accélération de la hausse. Non, mais ce qui se produit... Oui, on a peut-être une question. On a une question qui est intéressante de Guillaume qui dit « Aucun danger, évidemment, mais est-ce que vous ne pensez pas que le rythme d'augmentation du niveau de la mer va rester constant? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une accélération? Le millimètre peut peut-être indiquer un début de quelque chose. Alors, non, ce qui a du sens. Non, enfin, on ne mesure pas d'accélération. Depuis qu'on commence à avoir des mesures un peu sérieuses, essentiellement des mesures au sol, des mesures marégraphiques, on est à peu près à une vingtaine de centimètres par siècle, sans modification. J'ai un ami qui a été voir l'Institut spécialisé à Marseille. Il a dit, est-ce que vous avez constaté une hausse du niveau de la Méditerranée? La réponse, on n'a rien constaté, parce qu'on est dans l'ordre du millimètre. Alors, en fait, c'est depuis 40 ans, pour être à peu près, qu'on a des satellites qui sont extrêmement précis. Eh bien, on ne constate aucune accélération. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certains endroits du globe où la Terre s'enfonce, et il y a certains endroits du globe où la Terre monte. Mais au niveau global, au niveau de la planète, il n'y a pas d'accélération du phénomène. Le principal phénomène de hausse de la mer s'est produit il y a 12 000 ans, quand on est sorti de la dernière ère glaciaire. Parce qu'à ce moment-là, les calottes glaciaires qui couvraient la France, en bonne partie, et qui couvraient une grande partie du globe terrestre, se sont mis à fondre. Le niveau de la mer est monté d'une centaine de mètres. Mais ça fait 12 000 ans, ça. C'est fini maintenant. Donc les variations sont absolument infimes. Et on entretient sciemment, et là on pourra peut-être s'interroger sur les motivations de ceux qui le font, des mensonges pour faire peur. Alors, on en a eu... On a eu une question comme ça, justement, à qui profite le crime, entre guillemets, le crime. Alors, ça c'est une très bonne question, parce qu'elle est au cœur, parce que je sens bien que ceux qui ne sont pas convaincus ne seront pas convaincus parce que nous disons. Parce que l'idée de base, c'est pas possible. C'est pas possible que les Nations Unies, leurs émanations, l'Organisation météorologique mondiale, l'OCDE, la Banque mondiale, enfin tout le monde, le G7, tout le monde se trompe. Ce n'est pas crédible. Alors, je vais peut-être aborder ce problème-là, qui est un problème central, en faisant un peu d'histoire, parce que c'est pas la première fois qu'on a un phénomène de cette nature. Tout le monde a entendu parler de Galilée. Bon, Galilée, qui osait prétendre que la Terre tournait autour du Soleil et pas le Soleil autour de la Terre, et ça a mis 125 ans. C'était d'ailleurs Copernic qui l'avait mis en évidence. Ça a mis 125 ans avant d'être admis. Newton, la loi de la gravitation universelle, ça a mis 75 ans avant qu'on reconnaisse que finalement il y avait effectivement la loi de la gravitation universelle. À tel point que Voltaire a été obligé de faire un livre, qui est un livre scientifique très intéressant d'ailleurs, de plus de 200 pages pour prendre la défense de Newton, ce qui est assez peu connu, parce que c'était une époque où les scientifiques étaient philosophes et les philosophes étaient scientifiques. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand Darwin a parlé de la théorie de l'évolution, immédiatement on a dit mais non, il y a eu les créationnistes qui ont dit mais non, Dieu ou la nature a fait toutes les races d'animaux comme ça. L'idée qu'elles puissent évoluer, ça ne tient pas debout. Pasteur, lui, c'était la génération spontanée.
il a été un des premiers à dire, mais il n'y a pas de génération spontanée des microbes. Ça a été la grande cause des progrès de la médecine, parce qu'avant, les médecins ne se lavaient pas les mains avant de faire une opération, puisque les microbes allaient apparaître de toute manière. Là, ça a duré beaucoup plus longtemps, parce que c'était Aristote qui avait dit ça le premier. Donc ça a duré plus de 2000 ans. Mais ceci pour dire qu'il peut arriver, et c'est arrivé dans le passé, que tout le monde se trompe. Et c'est Descartes qui avait dit quelque chose qui s'applique très bien à ce domaine-là. L'unanimité des opinions n'est pas une preuve qui vaille. Et il ajoutait, si une vérité est quelque peu difficile à découvrir, il serait étonnant que tout un peuple l'ait rencontrée. Bon, c'est bien dit. Audiard avait dit, c'est pas parce que tout le monde dit une connerie que c'est pas une connerie. C'est dans le discours de la méthode. Donc nous assistons à un phénomène qui s'est déjà produit dans le passé, d'une erreur collective. Et puis alors, chacun répétant ce que dit le voisin, ceux qui osent dire le contraire, évidemment, sont les méchants. Alors, et j'ajoute, pour terminer là-dessus, qu'il faut bien savoir que Galilée a été obligé de se renier parce que sans ça, il aurait terminé sur un bûcher. Et qu'on a beaucoup de chance, que ce soit Benoît qui est ici présent ou moi, de vivre à notre époque. À d'autres époques, on aurait été brûlés. Parce que ce sont ces phénomènes tout à fait bizarres qui sont pseudo-scientifiques. Et ceux qui osent contredire l'opinion générale sont forcément les méchants. Alors, il y a quand même une différence avec ces exemples-là. Effectivement, illustrent qu'on peut se tromper, mais le climat a ça de particulier que ça n'est pas quelqu'un qui propose une théorie nouvelle qui met du temps à s'imposer. C'est au contraire une théorie nouvelle, relativement nouvelle, qui est celle de réchauffement climatique d'origine humaine à cause de l'effet de serre, qui est relativement neuve. C'est-à-dire qu'on la trouve de loin en loin, un petit peu à la fin du 19e siècle, puis de temps en temps formulée au milieu du 20e, mais elle explose, elle s'impose comme une nouveauté, et elle s'impose très vite, sans qu'il soit possible de la discuter. C'est-à-dire que s'il y a encore une trentaine d'années, le sujet commençait effectivement à émerger un peu. On a le rapport Charnay, on a quelques articles dans ce sens-là. On a aussi des gens qui pensent très différemment, et le débat est encore possible dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, notamment avec tous ces scientifiques qui pensent que le Soleil est le principal mécanisme, enfin les sautes d'humeur du Soleil qui sont l'explication principale du mécanisme climatique à l'échelle décennale ou séculaire ou plus. Et puis, il y a un renversement. La nouvelle théorie, ou disons la théorie un peu novatrice, c'est elle qui devient inquisitrice, alors que dans ces autres exemples que tu mentionnes, c'est plutôt les anciennes théories qui empêchent les nouvelles d'émerger. Mais on a quand même des exemples aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire de théories nouvelles qui arrivent à s'imposer très vite et à rejeter dans l'ombre et à interdire d'une certaine façon les idées antérieures. C'est plutôt on a l'exemple de Lysenko, qui est un exemple assez standard. Qu'on doit manier avec précaution, parce qu'il ne s'agit pas de dire quand même que le GIEC ou les Nations Unies seraient des staliniens, c'est pas le propos, mais en termes d'évolution des idées, donc Lysenko, alors je ne sais plus s'il était ingénieur agronome ou son titre exact m'échappe, mais c'était quelqu'un qui voulait promouvoir en Union soviétique une nouvelle façon de mettre en culture et qui promettait de pouvoir faire du blé à partir de l'orge et autres joyeusetés, donc qui niait essentiellement la génétique mendélienne, et qui a eu un très grand succès en son temps, donc on est dans les années 40 et 50, parce qu'il était le protégé de Staline, et que sa théorie, et c'est ça qui, je crois, est intéressant. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire une analogie pousser trop loin, mais si Lysenko a pu pousser sa théorie, qui était aussi évidemment erronée par rapport à ce qu'on savait, c'est aussi parce qu'elle rencontrait une façon de voir le monde qui était celle du matérialisme dialectique, du marxisme-léninisme. Et aujourd'hui, je crois que le succès de cette nouvelle théorie, même si elle a quelques années déjà, de l'effet de serre réchauffant de la planète, si elle rencontre un certain succès, c'est aussi parce qu'elle entre bien dans les cadres de pensée de tout un tas de gens aujourd'hui sur le caractère délétère de la croissance humaine, l'hubris de la croissance et autres. C'est tout à fait exact. Effectivement, c'est une théorie relativement récente. Aujourd'hui, elle est omniprésente. Mais
elle est relativement récente. En réalité, elle remonte, il faut être très précis, on va parler de la COP 24, qui est la 24e. 23. 24, c'est l'an prochain en Pologne. On a annoncé la 24, Mhm. mais ça fait donc 25 ans que cette théorie existe. Alors, elle existe pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des gens qui ont, d'une manière parfaitement professionnelle, pris le pouvoir au sein des Nations Unies. Je les cite dans mon livre. Ils sont connus. Il y a trois personnes, essentiellement, un Canadien, un Suédois et un Américain, qui ont réussi à prendre le pouvoir, à se faire nommer secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et là, en liaison avec Greenpeace, avec les autres ONG, disons, vertes, à prendre le pouvoir. Et donc, ensuite, à organiser des réunions mondiales. La première a eu lieu à Rio de Janeiro, il y a donc à peu près 25 ans, avec 20-30 000 participants, avec de l'argent qui arrivait des fonds publics, bien entendu, puisqu'à partir du moment où ils avaient le pouvoir, ils avaient l'argent. Les chefs d'État, trop contents de venir, et en tout cas de bonne foi, parce que bien entendu, ils étaient de bonne foi. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un phénomène nouveau, ou plutôt, ce phénomène s'explique parce qu'il y a toujours eu des gens, mais je pense que c'est une minorité, mais une minorité très agissante, qui ont une vision négative de l'humanité. Et là, ces gens qui ont... Ça monte à Rousseau, hein, vous savez, Rousseau qui disait il y avait le bon sauvage qui a été perverti par la civilisation. Donc ça remonte très loin. Et puis il y a eu toute une série de livres. Il y a eu le rapport du Club de Rome qui disait aussi qu'on allait à la catastrophe parce qu'on épuisait les ressources de la Terre. Et tout ça avec en substrat l'idée que l'homme est malfaisant. Et cette idée-là, elle trouvait une application extraordinaire avec la théorie du CO2. Le CO2 est en train de détruire la planète. C'est bien la preuve que l'homme est malfaisant. Donc, en réalité, c'est l'exploitation de ce que pense une minorité de gens. Ils ne sont pas du tout majoritaires, mais une minorité agissante qui a permis l'éclosion de ce mouvement. Expliquant que la civilisation, c'était quelque chose de redoutable, que le progrès nous menait à la catastrophe, et on en avait une preuve, puisque le CO2 allait détruire la planète. Alors, un mot sur le progrès, parce que quel que soit le critère qu'on prenne, que ce soit l'espérance de vie, que ce soit le niveau de vie, que ce soit l'alimentation, les progrès de l'humanité n'ont jamais été aussi rapides. L'espérance de vie dans les pays en développement, en 1900, était de 23 ans. Aujourd'hui, elle est de 73 ans. Si vous prenez l'alimentation, il n'y a plus de famine. Il reste des famines dans les zones de guerre. Mais ailleurs, il n'y a plus de famine. Parce qu'on a de meilleures semences, on a des engrais. On va pas ouvrir le débat sur le glyphosate, mais on a des engrais. Et puis, on a le CO2. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais tout le monde le sait. C'est là, en première, d'ailleurs, on l'apprend même dans le secondaire. Dans le secondaire, on apprend la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est les rayons du soleil qui agissent sur le CO2 et avec de l'eau arrivent à faire des plantes. Bon, et c'est l'origine de la vie. Donc, on a un phénomène qui s'amplifie. Plus il y a de CO2, plus les rendements augmentent. Si jamais on arrivait, on n'arrivera pas, au taux de CO2 de l'époque des dinosaures, je ne sais pas ce que seraient nos arbres, mais en tout cas, l'accélération est certaine, l'accélération de la végétation. D'ailleurs, on en a une preuve supplémentaire si on en avait besoin. Il faut savoir que dans les serres, quand les horticulteurs veulent augmenter les rendements et récolter plus vite les tomates ou les fleurs ou ce qu'on veut, on injecte du CO2 à haute dose. Parce que avec la synthèse, la photosynthèse, ça accélère le développement des plantes. Donc on a un ensemble de facteurs qui sont tous positifs. La pauvreté sur la Terre est en train de reculer. La famine, encore une fois, n'existe plus que dans les zones où il y a plus de gens obèses aujourd'hui que de gens qui souffrent de la faim. Bon, alors c'est un autre problème lié à problèmes de riches, mais qui peuvent être de vrais problèmes. Mais on commence à voir en Chine, au Japon, des gens obèses. Avant, il n'y en avait pas, parce que quand vous mangez pas beaucoup, vous pouvez pas devenir obèse. Pas forcément donc cette vision négative de l'humanité est contredite par toutes les analyses qu'on peut faire. Il suffit de voir les rapports de la Banque mondiale annuels, enfin, peu importe. Eh bien, pas du tout. On nous explique à longueur d'année. Le président Obama est venu encore nous l'expliquer, sans se rendre compte qu'il se contredisait complètement. Il a dit il y a une vision positive de l'avenir.
mais nous allons à la catastrophe. Bon, alors c'est quand même assez surprenant, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le C'est seul pas chef si d'État. surprenant. Oui, pardon. Encore une question peut-être. Oui, ça se déchaîne un petit Oui. peu, effectivement, et à Oui. juste titre, et c'est très bien. Il y a ce qu'on appelle le fact-checking maintenant. Hein. Oui. Il y a pas mal de gens qui vérifient sur Internet, et notamment qui disent qu'en fait, après vérification, ce serait plutôt 60 mm en 20 ans l'augmentation du niveau de la mer. Oh non, non, Ah non, non, non. non, non. Ah ben si, 60. Ah oui, 60 mais on est millimètres. d'accord. C'est ça, oui. Mais 60 C'est 3 millimètres, c'est 3 ça millimètres fait par an. 6 centimètres. Ça fait 3 mm par an. Ça c'est à peu fait près ça. donc 3 mm par an, c'est ça. c'est exactement, il n'y a aucun C'est problème. ça qui est bien avec les matheux. Non, Alors, non, mais alors non. il faut distinguer deux choses. Hein. Il y a deux façons de Ça faire les mesures. On peut faire des mesures au sol avec des marégraphes. Hein. Donc un marégraphe, c'est une sorte d'échelle que vous plantez, puis vous mesurez le niveau de la mer au fil des années. Et puis les satellites. Les marégraphes et les satellites ne mesurent pas la même chose. Et donc, les marégraphes proposent 20 cm, les satellites plutôt 30. Mais si on en reste à une même unité de mesure, on est plutôt sur 20 cm. Non, Si on dit non, 30, ça ne me mais dérange pas. en- Mais en 20 un centimètres, c'est c'est que beaucoup. stable. 20 centimètres, c'est beaucoup. En un Non. siècle. En un siècle, En un siècle. on s'est adapté au XXe siècle sans beaucoup de problèmes parce qu'on a connu 20 Non, mais cm de hausse attendez. avec des moyens bien moins importants que ceux qu'on a aujourd'hui. On s'habitue, on mais je s'adaptera à la Non, même non, hausse non, au non, XXIe mais siècle. On n'aura pas à s'adapter parce que ça représente absolument rien. Alors, l'internaute, enfin celui qui vient de parler, a entièrement raison. 60 mm en 20 ans, donc 6 cm, jusqu'à preuve du contraire, en 20 ans, c'est-à-dire 3 cm tous les 10 ans. Alors, est-ce que c'est 2 ou 3 cm? Voilà la discussion. Ça veut dire quoi dans 100 ans? Ça veut dire 20 ou 30 cm. Alors, il y a deux cas. Ou c'est des côtes rocheuses. Ouais, excusez-moi, que le niveau de la mer soit 20 ou 30 cm au-dessus, on ne verra aucune différence. Ou c'est des côtes plates. Alors, la côte plate, généralement, il faut être très précis, elle fait 1% de gradient. Donc, la mer va reculer, la terre va reculer de 20 mètres. Voilà, c'est tout. Ça ne peut être que ça. Donc, il n'y a absolument aucun risque. C'est une plaisanterie. Et la meilleure preuve, c'est que Al Gore, quand il a produit son fameux film, il a parlé de 6 mètres. Et il n'est pas le seul. Donc, Ça on est dans représenterait 6 mètres en 2000 ans, si je comprends bien. 6 mètres. Pour nous, Voilà, en à 2000 l'échelle ans. humaine, Oui, 6 mais mètres enfin, en 2000 ans. excusez-moi, ce qui se passe en 2000 ans me laisse Non, mais- absolument indifférent. Et ceux qui osent faire des prévisions sur Mais 2000 ans... c'est surtout je qu'on ne peut je pas ne les prends pas au prolonger les sérieux. courbes à ce point, parce qu'il n'y aura plus assez d'eau, Non. tout simplement, à moins de faire fondre Bon, l'Antarctique, le Groenland et tout, Bon. ce qui semble quand même hautement improbable, quoi qu'on en Bon, dise. mais arrestons à une échelle humaine qui nous mène à la fin du siècle, 20 à 30 cm, c'est un non-problème. Il n'y a pas à prendre de précautions, c'est rien du tout. Enfin, écoutez, Alors, on peut juste préciser quand même, parce que c'est une objection qui peut être faite, c'est les îles du Pacifique qui sont effectivement à une altitude très faible. Il y en a qui ne dépassent pas les 50 cm ou les 1 mètre. Les Maldives, par exemple, je crois que le point culminant, il n'est même pas à 2 mètres. Et donc, on nous dit régulièrement, si l'eau monte, ça va noyer les îles du Pacifique. C'est d'ailleurs comme ça, c'est pour cette raison-là que les îles du Pacifique ont insisté à la COP 21 pour qu'on n'augmente pas de plus de 1,5 degré. Mais en réalité, donc, il faut préciser... Attends, mais je finis. Il faut préciser que les îles du Pacifique, les atolls coralliens montent en même temps que la mer. Et ça, c'est quelque chose que Darwin avait observé. Donc, en fait, la mer peut monter, mais l'île monte en même temps. Elle peut même monter plus vite que la mer. Ça, c'est observé depuis plus d'un siècle. Donc, en réalité, il n'y a pas de danger particulier pour ce type Pourquoi il n'y d'île. aurait pas assez d'eau? Non, mais je voudrais simplement ajouter. Alors, pas Je assez dis d'eau, pour- c'est-à-dire que oui, pour que la mer Jordan a monte, parlé. pour que la mer monte, il peut y avoir d'une part l'augmentation de la température qui fait dilater l'eau, effectivement, ça c'est vrai. Et puis il y a la fonte des glaciers, la fonte de certaines. Bon, on peut imaginer que le Groenland perde de la glace, l'Antarctique aussi. En réalité, c'est beaucoup moins simple que ça, et ça n'arrive pas. Ce n'est pas vraiment en train d'arriver, en tout cas pas de la façon dont on le dit. Mais il y a un moment où ça s'arrête, et il faudrait vraiment que tout fonde pour arriver à faire monter de 7 mètres. J'ai vu il y a 1 an ou deux un problème qui avait été donné à des élèves où il s'agissait de dire si on fait fondre tout l'Antarctique ou tout le Groenland, de combien monterait la mer. Évidemment, ça fait quelques mètres, mais on sait bien que c'est physiquement impossible. Ça ne peut pas se produire. Non, mais je voudrais simplement rappeler que dans le Pacifique, puisqu'on parle du Pacifique ou dans l'océan Indien, peu importe quel que soit l'océan, quand il y a des tempêtes, il y a des vagues de 10 mètres de haut. Alors, les îles qui ne dépassent le niveau de la mer que de 30 ou 40 cm, elles ne devraient pas exister. Donc, en réalité, je répète, il n'y a rigoureusement aucun risque. C'est un phénomène...
c'est un phénomène d'élévation millimétrique, 2 à 3 millimètres par an, qui se produit, mais qui n'entraîne aucun risque. Mais on a créé sur cette image du risque qui allait engloutir des îles, qui allait engloutir la ville de Mumbai, de Bombay, qui allait en Calcutta, un mythe qui ne tient pas debout une seconde, 2 à 3 millimètres. Eh bien, ce sont les Nations Unies qui répètent ceci à longueur d'année. Leur émanation, qui s'appelle le GIEC en français, et qui n'est pas du tout un organisme scientifique, contrairement à ce qu'il fait croire, qui répète des mensonges à longueur d'année. Une parenthèse sur le GIEC qui nous ramène au problème de l'énergie. Cet organisme, d'abord, il faut savoir qu'en anglais, il s'appelle IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, c'est-à-dire groupe intergouvernemental sur le changement climatique. En français, il s'appelle groupe d'experts sur le changement climatique, groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique. C'est extraordinaire d'avoir traduit groupe par groupe d'experts. C'est d'autant plus extraordinaire, c'est complètement faux. L'organisme qui dirige le GIEC, c'est un bureau de 30 personnes qui représente 30 pays. 15 pays développés, 15 pays en voie de développement. Vous pensez que ces pays en voie de développement, et même les pays développés, ont tous des experts en climat? Pas du tout, c'est les fonctionnaires qui sont là. Et puis, quelques animateurs qui, eux, y croient dur comme du fer, quelques prophètes, et qui ont pris le pouvoir. Mais déjà, le titre est un mensonge. C'est en anglais, encore une fois, qui est la langue d'origine. C'est un groupe intergouvernemental sur le changement climatique. Ce n'est pas un groupe d'experts. Alors, ils n'ont pas d'experts, mais ils font travailler des experts. Et alors, je cite dans mon livre un chapitre particulier, un événement tout à fait extraordinaire. Il y a eu un groupe du GIEC qui, pendant 2 ans, a travaillé sur les énergies renouvelables. Et la conclusion, les déclarations du GIEC, c'est qu'en 2050, 80% de l'énergie nécessaire à l'humanité pourrait être fournie par les énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire et l'éolien. Et il y a une signature sur le dos du rapport de 1400 personnes qui ont été consultées, 1400 experts. Bien, il n'y en a pas un qui oserait dire ça. Il n'y en a pas un parce que ça ne tient pas debout. Et que les vrais experts qui sont à l'Agence internationale d'énergie nous disent que ça pourrait être 3 ou 5%. Mais d'abord, les avions, les voitures, etc. vont fonctionner comment? Avec des énergies renouvelables. Pas sérieux une seconde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le GIEC rédige les rapports préparés par les vrais experts et leur fait dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Et c'est comme ça. Alors, il y en a quelques-uns, des experts qui ont été tellement outrés qu'ils ont démissionné. À partir du moment où ils démissionnent, c'est très simple, on n'en entend plus parler parce qu'ils n'ont plus accès aux médias, ils n'ont plus accès aux crédits de recherche qui, par contre, sont illimités du moment qu'il s'agit de prouver que le CO2 est dangereux, et le tour est joué. Mais on a un organisme complètement vicié, dirigé par des politiques qui font croire qu'ils sont des experts et qu'ils ont l'accord des experts. Alors, dans les 1400 experts qui ont été consultés, je crois qu'il n'y en a aucun qui aurait jamais osé dire qu'on arriverait à 80% d'énergie renouvelable, tellement c'est complètement idiot. Et puis, sur les autres rapports, on trouve toujours quelques scientifiques qui endossent les théories officielles. Alors ça, c'est un mystère pour moi, mais en réalité, c'est qu'il y a une grande confusion sur le terme scientifique. Pour tout le monde, surtout pour les gens qui ne sont pas scientifiques. Le scientifique, c'est celui qui sait. En réalité, le scientifique, il peut se tromper. Et puis, il peut être intelligent et n'avoir aucun bon sens. Il y en a quand même beaucoup de scientifiques qui sont des professeurs un peu nimbus. Je suis désolé de dire ça, mais je suis scientifique de formation, donc, mais j'en connais suffisamment pour savoir qu'on trouve de tout dans les scientifiques. On trouve donc des gens qui sont prêts à signer des invraisemblances. Et après, on dit la communauté scientifique unanime a décrété que le CO2 était dangereux pour la planète,
alors qu'on n'a pas le début d'un commencement de preuve. Alors pour défendre quand même un peu la communauté scientifique, que je n'ai pas prétention de représenter, mais il faut aussi comprendre que dans ce consensus dont on parle, il y a beaucoup de gens, effectivement, beaucoup d'experts, beaucoup de scientifiques honnêtes, et moi je pense que la plupart sont honnêtes. On n'est pas Mais moi aussi. Je pense qu'il faut le dire aussi. Hein, on n'est pas en train de dire que c'est un vaste complot des scientifiques pour avoir des sous. Ils sont honnêtes, mais on leur fait dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Mais pas seulement. Il y en a aussi qui effectivement endossent la théorie, mais il faut comprendre qu'il y a pas mal de scientifiques. Comme le climat, c'est quelque chose de très vaste. Personne n'est spécialiste dans tous les domaines du climat, et il y a beaucoup de gens qui finalement adhèrent à cette idée-là simplement parce qu'ils ont affaire à des collègues et qu'ils leur font confiance. Donc ça n'est pas une adhésion forcément de leur part parce qu'ils connaissent le sujet et qu'ils ont cru avoir une démonstration de la chose, mais simplement qu'ils ont confiance en leur père. Et ça, c'est quelque chose qui, tu l'as dit pour toi-même tout à l'heure, au départ, tu étais très inquiet aussi parce que tu n'avais pas de raison de douter. Et je crois que c'est le parcours de beaucoup de gens de notre côté, c'est de dire, oui, au départ, on n'a pas de raison de mettre en cause ça, bien entendu, on va faire confiance à nos collègues, et il faut quelque chose, il faut un déclencheur pour dire, tiens, je vais quand même aller voir, je vais quand même aller creuser la question, quelle que soit la raison. Alors, on n'a pas forcément la même raison les uns et les autres, mais que ce soit François Gervais, que ce soit Vincent Courtillot, que ce soit Claude Allègre, tous ces gens-là, au départ, et j'ai la même histoire, ou toi aussi, c'est au départ, on croit au truc, on n'a aucune raison de se mettre dedans, et le jour vient où on a une raison contingente d'aller regarder de plus près. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Et donc, mais tous ceux qui sont dans le GIEC, tous ces scientifiques, vous avez des économistes, vous avez des spécialistes d'énergie, d'économie d'énergie, etc. Ils sont dans cette phase d'avant la réflexion sur le sujet lui-même. Et donc, ils vont apporter leur caution et leur signature sans avoir vraiment regardé eux-mêmes, parce que tout simplement, ils se réfèrent à l'argument je dirais un argument d'autorité, mais c'est pas une critique dans ma voix, dans la mesure où on peut pas s'intéresser à tout et on est bien obligé de temps en temps de faire confiance aux collègues. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les siècles écoulés. Ça a été vrai pour Galilée, mais ça a été vrai pour Newton. L'Académie des sciences française, pendant 75 ans, a dit que ce que Newton disait n'était pas vrai. Et puis ça a été vrai ensuite pour Pasteur. Enfin, on ne va pas se répéter. Mais ce qui est fondamentalement erroné, c'est l'idée même de demander, par exemple, à une Académie des sciences d'émettre un avis. Parce qu'effectivement, dans l'Académie des sciences, il y a une douzaine de départements différents. Il y a probablement 70 spécialités différentes. Et par exemple, l'Académie des sciences françaises, il y a combien de climatologues? Vous cherchez, il n'y en a pas. Il y en a qui sont spécialistes des gaz, il y en a qui sont spécialistes des géologues, ils sont spécialistes de la Terre, il y en a qui sont spécialistes de la végétation, mais il n'y a pas de climatologue, ça n'existe pas. Donc vous demandez à des gens d'émettre un avis, et effectivement, le tort qu'ils ont, ceux qui signent ces avis, c'est d'accepter de donner un avis. On ne donne pas un avis sur quelque chose qu'on n'a pas étudié soi-même. Ou alors, on répète, et ça fait des siècles que ça se produit comme ça, on répète ce que dit tout le monde, mais ça ne vaut rien. Parce que ça ne vaut quelque chose que si on cherche soi-même. Alors, pardonnez-moi, je vais me faire du coup là, un peu l'avocat du diable et reprendre un petit peu ce que disent les auditeurs. Ça discute pas mal. Finalement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un groupe de toutes ces personnes, dont vous? Pourquoi tous ces gens ne se réunissent pas? Pourquoi vous ne vous réunissez pas tous ensemble? Alors, finalement, vous avez peut-être transition toute trouvée. Nous nous réunissons demain. Oui, mais pas avec ces gens-là. Pas avec les gens qui viennent du GIEC, etc. Ah non, alors effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais pourquoi ça continue comme d'abord, ça? il faut comprendre que ceux du GIEC sont dans une position, ou qui gravitent autour d'une façon ou d'une autre, donc que ce soit les médias, les politiques, les militants, certains économistes, certains financiers, certaines entreprises, sont dans une position intellectuelle, économique et de façon générale, une position tellement dominante qu'ils n'ont aucun intérêt objectif à discuter avec nous. Parce que discuter avec nous, pour eux, c'est nous mettre sur un pied d'égalité, et ils n'aiment pas ça. J'ai de plus en plus de mal à débattre avec des contradicteurs venus du GIEC. Ça m'a été possible pendant un certain temps, mais on se rend compte petit à petit, ils se rendent compte, je pense, qu'à chaque fois qu'on est face à eux, ils ne gagnent pas.
je ne vais pas prétendre qu'ils perdent le débat, mais ils ne gagnent pas. Et on voit bien, et n'importe qui peut voir que les débats sont, c'est pas clair. Et ça ne peut pas leur convenir. Ils préfèrent de loin, et ils ont raison. Et tactiquement, c'est parfaitement compréhensible. Je leur en fais même pas le reproche. Hein. Ils ont tout intérêt à ne pas avoir de contradicteurs pour garder leur position dominante. C'est pas seulement qu'ils sont un peu plus forts. Ils sont tellement plus forts qu'ils peuvent ambitionner de faire en sorte qu'il n'y ait plus de voix dissidentes possibles et que l'existence même des voix dissidentes ne soit pas claire. Oui, une anecdote que je cite dans mon livre, que je rappelle, le CO2 est bon pour la planète, donc c'est le livre qui est demain en librairie. Ce qui s'est passé en Russie, à Moscou. Poutine a voulu savoir ce qu'il en était du réchauffement climatique. Il a demandé à l'Académie des sciences russes d'organiser un débat avec le GIEC. L'Académie des sciences russes a dit bien sûr, on est très content. Et on va poser des questions pour préparer le débat. Ils ont posé 10 questions. Malgré des relances, il n'y a jamais eu la moindre réponse. Puis les gens du GIEC sont venus. Et là, ils ont commencé à aller plus loin dans le débat et à poser des questions comme celles que nous avons évoquées. Bon, je ne sais pas, la hausse de 2 mm ou 3 mm par an du niveau de la mer, est-ce que ça pose un danger? Qu'est-ce qui vous fait dire que le CO2 a des répercussions très graves? Je dis n'importe quoi sur les ours polaires qui se multiplient en ce moment, hein, je signale. Pour une espèce en voie de disparition, c'est pas mal. Bon, des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du GIEC se sont levés au milieu de la séance et sont partis en disant nous ne sommes pas venus ici pour répondre à vos questions. Et la conclusion de l'Académie des sciences russes a été nous avons affaire à des gens malhonnêtes qui travestissent la réalité, qui ne veulent pas voir ce qui se passe, à des idéologues. Et du coup, Poutine ne croit pas un mot du réchauffement climatique. Autant que je sache, d'ailleurs, je crois que la Russie n'a pas encore signé les accords de Paris. Mais de toute manière... Ils les avaient signés, mais est-ce qu'ils les ont ratifiés? Je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'ils aient ratifié. Mais peu importe, il n'en croit pas un traître mot. Il sait que c'est faux. Bon, il s'en fiche. Bon, ce qu'il veut, c'est... Il va pas se battre là-dessus. Hein. Il a des problèmes en Crimée, en Ukraine. Il va pas se mobiliser là-dessus. Mais il n'en croit pas un traître mot. Et l'Académie des sciences russes, vous verrez les déclarations de l'Académie des sciences russes, elles sont terribles. En disant, on n'a jamais vu... Alors, il y a des Américains qui ont dit la même chose. On m'a dit, mais c'est extraordinaire, nous faisons des rapports. Et dans le communiqué de presse, on nous fait dire le contraire de ce qu'il y a dans les rapports. Alors, ils ont démissionné. Encore une fois, ils n'ont plus eu de crédit. Pour les ours, vous avez des sources à nous donner. Alors, écoutez, on vit à une époque, c'est pas à ceux qui nous écoutent, où tout est très facile à vérifier. Vous tapez Polar Bears sur Internet et vous vérifiez que le nombre d'ours, depuis 30 ans, est passé de 8 000 à 24 000 et que maintenant, on vient de réouvrir la chasse parce que leur nombre commençait à poser des problèmes de sécurité aux populations du Grand Nord canadien. Bon, voilà. Alors, on a, sur les ours polaires, on est dans l'actualité parce qu'il y a 24 heures à peine, il y a une spécialiste des ours polaires qui travaille à l'université de Victoria au Canada, qui s'appelle Susan Crockford, qui a été la victime d'une tentative de décrédibilisation dans un journal scientifique, où on a expliqué, donc c'est un vrai journal scientifique revu par les pairs comme d'habitude, mais avec les pairs qu'il faut, où on explique qu'elle n'y connaît rien, qu'elle n'a aucune espèce de crédibilité scientifique, et où on raconte à peu près n'importe quoi sur elle, parce que son tort, c'est de regarder l'évolution des ours polaires, donc des données. Elle va pas sur le terrain, mais elle collecte des données, elle les analyse, et elle est un peu seule contre tous dans cette communauté des spécialistes des ours polaires à dire des choses effectivement que tu viens de dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'ours polaires, ils ne sont pas du tout menacés, au contraire ils sont plutôt menaçants parce qu'ils ont un peu tendance à s'approcher des villes et bon, ça peut effectivement poser des problèmes parce qu'ils n'ont peur de personne et ils chassent l'homme quand ça leur prend. Et donc elle a demandé aujourd'hui même le retrait de cet article avec quelque chose. Donc non seulement elle argumente sur ses propres compétences, mais elle a aussi disposé de courriers électroniques qui lui ont été donnés parce qu'aux États-Unis il existe quelque chose qui s'appelle le Freedom of Information Act, qui est le fait que les courriers électroniques échangés dans un cadre officiel doivent pouvoir être mis à disposition du public. Et donc, elle a eu des courriers comme ça, bon, par des voies tout à fait légales et tout à fait transparentes, mais que je ne vais pas détailler ici, des courriers entre ces contradicteurs qui montrent clairement que ces contradicteurs savent
que ce qu'elle dit est exact. Je fais court. Hein. Mais donc, je lui ai écrit aujourd'hui même pour lui apporter mon soutien, je la connais, Suzanne, pour dire que c'est une sorte de Polar Bear Gate. On a eu le Climate Gate il y a quelques années où on avait vu les courriers électroniques échangés par les climatologues et on voyait que dans l'arrière-cour, on était bien loin des certitudes qui sont affichées par le GIEC et que les gens savent parfaitement qu'il y a énormément d'inconnus. Sur cette affaire d'ours polaire, les spécialistes d'ours polaire savent aussi très bien que le discours facile sur les malheureux ours polaires qui sont en train de disparaître est un discours non seulement simpliste, mais franchement faux. Je voudrais revenir quand même, Oui. pardon, une seconde sur ce que vous disiez tous les deux. On est bien d'accord. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a un changement climatique. C'est-à-dire refroidissement peut-être par ici, réchauffement par là. Alors, il y a un réchauffement climatique, c'est tout à fait exact, qui a été, et là, pour une fois, le GIEC est d'accord avec nous, de 1 degré en 135 ans. On part de 1880, donc 1 degré en 135 ans. C'est vrai. Ce qu'il faut voir, c'est d'abord que ça a été très irrégulier. Il y a eu des périodes de hausse, des périodes de stagnation et des périodes de baisse de la température. Ça n'a pas été quelque chose de régulier. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant cette période, la concentration de gaz carbonique a augmenté de 40%. 40%, c'est pas rien. Donc, si c'était vraiment un facteur majeur de hausse de la température, ce serait étonnant que ce soit que 1 degré. Mais et cette hausse se poursuit pour l'instant. Personne de sérieux, il y en a qui ne sont pas très sérieux, ne peut savoir si ça se prolongera ou si on va aller vers un palier ou vers une baisse. Mais sur les 20, 30 dernières années, on est toujours sur ce rythme extrêmement faible de 1 degré en 135 ans. Si on compare ça avec le passé de la planète, mais c'est rien du tout. Il faut bien savoir que du temps de Louis XIV, il y a eu des famines épouvantables, que la Seine gelait, que la mer gelait. Ça, c'était pas 1 degré de différence. Il y a eu 2 millions de morts de faim sous Louis XIV, parce qu'il n'y a pas eu de récolte. Il y a eu 2 années de suite sans récolte. Et puis, si on remonte alors plus loin, alors il y a eu ce qu'on appelle l'optimum médiéval, auquel nous devons nos cathédrales, nos châteaux, parce que vers l'an 1000, c'était plus chaud qu'aujourd'hui, ce qui était une excellente chose, et ça a permis notamment de dégager des forces vives pour construire nos cathédrales. Mais alors, si on remonte à 12 000 ans en arrière, là, on va rentrer dans les successions d'époques glaciaires et interglaciaires. Mais en époque glaciaire, c'est 10 à 12 degrés de moins. C'est donc une amplitude incomparable avec le degré. Écoutez, entre Lille et Marseille, en moyenne, il y a 5 degrés de différence. Enfin, 1 degré, bon, c'est très bien. Et alors, je ne parle pas entre Stockholm et Dakar, là c'est plutôt 20 degrés. Eh bien, il y a des êtres humains qui vivent très bien à Lille et très bien à Marseille, ou à Stockholm, ou à Dakar. Donc, on s'affole, mais vraiment parce qu'on veut nous affoler. 1 degré, c'est très peu de choses. Et encore une fois, le fait que l'augmentation depuis 135 ans du CO2 a été de 40% devrait nous rassurer. Mais si vous voulez, pour être un peu caustique, si vous appliquez les modèles du GIEC, qui nous disent que vers l'an 2100, on va vers 3, 4, 5 degrés de plus, si vous les appliquez à la concentration de gaz carbonique de l'époque jurassique, ou même de l'époque cambrienne, à ce moment-là, on aurait dû dépasser 100 degrés. En effet. Oui, effectivement, pour synthétiser ce que dit Christian avec détail, c'est que le fait que la température est montée effectivement au XXe siècle est avéré. Alors aujourd'hui, ça se calme, on est plutôt sur un palier. Mais le fait que le climat évolue, c'est quelque chose qui effectivement a toujours été le cas. Donc il faut s'adapter, ça c'est vrai, parce que s'il fait plus chaud, ça pose des problèmes, ça a du bon et du moins bon. Aucun changement n'est neutre. Il y en a qui en profitent, il y en a qui en subissent les conséquences. Donc on doit s'adapter, comme on doit s'adapter depuis toujours. Si en sortant d'ici il pleut, je prendrai mon parapluie, mais le risque est faible, je crois. Je vais rebondir sur une excellente question. Est-ce qu'il n'est pas possible pour vous, pour votre groupe, de publier une sorte de méta-analyse dans une revue qui serait une revue de très haut niveau scientifique, Science, Nature, etc., pour faire référence justement et jeter les bases enfin, parce que il y a déjà plein de choses comme ça. Alors on les voit pas parce que évidemment quand vous avez, par exemple, l'an dernier, il y a un article qui est paru dans Nature qui corrobore le sujet de la discussion, c'est le CO2 au départ. Le fait que le CO2 est bon pour la planète et fait verdir la planète, ça a été mesuré par un article très important paru l'an dernier. Donc les mesures satellitaires, on compare les deux et on a gagné l'équivalent de 2 fois le Sahara
en surface verte à la surface de la Terre en 35 ans. C'est énorme. Hein. On peut considérer que c'est un bienfait extraordinaire pour la biosphère, mais évidemment, curieusement, ça n'a pas fait la une des journaux. Hein. Non, mais je parlais plus d'une analyse globale. Il y en Là, a plein. Il y a celle, le Heartland Institute publie régulièrement ce qu'ils appellent le non-GIEC, le NIPCC, donc qui publie des choses. Il y a plein d'articles. La science continue. Il ne faut pas croire que la science s'est arrêtée. Il y a des articles de recherche qui sont publiés et qui présentent des arguments contre la thèse dominante, que ce soit sur un aspect ou un autre, par exemple sur l'existence de l'optimum médiéval, ça peut être sur l'évolution de la température, est-ce que ça continue à augmenter, sur la divergence entre les modèles et la réalité, sur l'évolution de la banquise. Sur tout ça, il y a des articles. On n'en parle pas, mais ils existent. Oui, pour confirmer ce que vient de dire Benoît, il y a tous les ans, même quelquefois 2 fois par an, des réunions aux États-Unis, mais je dirais d'amplitude mondiale, parce que les gens viennent de partout, de gens qui partagent le point de vue que nous avançons, c'est-à-dire que non, on n'a pas de preuves et qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas de raison de s'affoler. J'ai assisté à une de ces réunions qui se tenait sur Times Square à New York, dans un grand hôtel Marriott, je crois, et il y avait 600 personnes, des scientifiques de top niveau, du MIT, de toutes les meilleures universités américaines, etc., et qui disaient tous ce que nous disons. Vous en avez entendu parler? Jamais. Jamais. Aucun écho dans la presse. Aucun écho dans les médias, parce que ça ne paraît pas plausible, puisque les Nations Unies, je ne vais pas me répéter, le GIEC, tous les gouvernements, l'OCDE, tout le monde dit la même chose. Ceux qui disent le contraire ne sont pas des gens sérieux. Ben, il se trouve que ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Ceux qui disaient la vérité sont passés pour des menteurs. Puis au bout d'un certain temps, alors je ne sais pas quand, ben finalement tout le monde reconnaîtra qu'effectivement, ça a été le cas pour la gravitation universelle, ça a été le cas pour Galilée. Une idée de combien de temps ça peut mettre? C'est très difficile à dire. Il y a tellement d'éléments que ça peut basculer, mais ça dépendra des responsables politiques, parce que finalement, il y a une légitimité des responsables politiques. Alors, le manque de chance, c'est que les 2 personnes qui n'y croient pas s'appellent Donald Trump et s'appellent Poutine, et que vraiment, c'est pas les meilleurs porte-parole pour quoi que ce soit. Mais ils n'y croient pas. Alors, bien entendu, ils se font incendier. Je ne parle pas de Poutine, parce que là, il n'y a pas de contestation. Mais aux États-Unis, Donald Trump se fait incendier. Mais il y a tellement d'autres motifs pour l'attaquer que ceux qui oseraient dire qu'il a raison sur le problème du climat, bien entendu, sont immédiatement écartés. Alors, est-ce qu'un homme ou une femme, dans nos démocraties, osera dire la vérité? Je vais citer quelqu'un qui vient demain à cette réunion qui est organisée à Paris le 7 novembre. Donc, ceux qui veulent venir la journée au musée social, on va décembre. Oui. Le 7 décembre, autant pour moi. Ceux qui écouteraient ça. Oui, ce novembre est passé. Qui s'appelle Václav Havel. Václav Klaus, c'est pas Václav Havel. Non, pas Václav Havel. Václav Klaus. Et il était déjà venu une fois à Paris il y a quelques années. Il avait fait un livre. Alors on peut dire qui c'est l'ancien Premier ministre tchèque et l'ancien président tchèque. Et c'est celui qui a fait la partition pacifique entre la Tchéquie et la Slovaquie dans les années... Voilà, donc c'est un grand homme d'État européen. Et qui sera là demain, qui nous présentera un exposé. Et qui a publié un livre il y a quelques années où il explique ce que nous venons de dire. À savoir qu'il n'y a pas de preuves scientifiques et qu'au contraire, le CO2, ça a des côtés très positifs. Et il a fait traduire son livre, que chacun peut se procurer facilement, dans toutes les langues européennes. Et un jour, il nous a raconté cette anecdote. Il s'est trouvé en face d'un Premier ministre. Il nous a juré qu'il n'était pas français. Bon, alors, on ne saura pas quel était le pays, il n'a pas voulu le dire. Il avait son livre, qui est un petit livre, une centaine de pages, dans une réunion interminable. Il l'a donné à ce Premier ministre d'un autre pays. Le Premier ministre a eu le temps de le lire. Et puis, il l'a rendu à Václav Klaus. Et Václav lui dit, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il a dit, mais vous avez raison, tout ça, ça tient pas debout. Et alors, Václav Klaus a fait un imbécile, il a dit, mais alors vous allez le dire. Et le Premier ministre a dit, mais attendez, j'ai des élections dans 6 mois, je n'ai pas le goût du suicide. Et c'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'homme ou la femme d'État qui oserait dire la vérité serait immédiatement incendié, pas seulement par les mouvements écologistes, mais je dirais par tous les partis. Il
faut bien voir qu'aujourd'hui, les idées écologistes ont infiltré tous les partis, qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite. Et donc, actuellement, ce serait inaudible si quelqu'un disait ça. Et suicide, ce serait un suicide sur le plan politique. Alors, quand est-ce que ça pourra s'arrêter? Je crois que personne ne peut faire de pronostic. On ne doit pas, je crois, vraiment attendre le grand soir où enfin, à la fin d'une COP, les gens diraient en fait, ça y est, on a compris, on s'est trompé, on vous demande tous pardon. Ça ne se passera probablement pas comme ça, parce que comme ça a été principalement récupéré par la politique, les politiques ont plutôt intérêt, si on veut aider à la résolution du problème, c'est effectivement probablement comme ça qu'il faudra faire, c'est dire quelque chose comme ah oui, le climat, on y croit toujours, mais on va l'inscrire dans autre chose, et puis on va glisser progressivement sur autre chose. On va sans doute... Les scientifiques... Attends, je finis. Les scientifiques auront beaucoup à perdre, parce que s'il faut désigner des coupables, ils seront assez naturellement choisis. Les politiques se réfugieront évidemment derrière eux en disant « Ah mais nous on y croyait, mais c'est parce que c'était ce qu'on nous disait, il faut s'en prendre aux scientifiques et pas à nous ». Et là, les scientifiques qui aujourd'hui pensent que leur alliance avec le politique les porte et les aide, effectivement, tactiquement, ils ont peut-être plus de crédit, plus de notoriété, plus de postes. En fait, sur le long terme, seront probablement les grands perdants. Oui, je pense que ce qui peut faire basculer les choses, et peut-être plus vite que ce qu'on croit, c'est l'aspect économique du dossier. Parce que si on prend l'exemple de l'Allemagne, qui a été très en pointe sur ces sujets, qui est dans une politique complètement absurde. C'est couvert de panneaux solaires. Si vous voulez voir le nord de l'Allemagne, c'est couvert de panneaux solaires et d'éoliennes. Et bien entendu, le soleil dans le nord de l'Allemagne, il n'y en a pas énormément. Le vent, comme partout, il y en a 30% du temps. 70% du temps, il n'y en a pas. Et donc, l'Allemagne est aujourd'hui dans une impasse. Parce qu'ils arrêtent leurs centrales nucléaires. Ils sont obligés, donc, pour avoir une continuité de la production électrique, de développer les centrales à charbon, qui est exactement le contraire de ce que la théorie officielle voudrait. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le consommateur d'électricité allemand a un tarif double du nôtre. Le surcoût de cette politique absurde est aujourd'hui de 24 milliards d'euros par an. Ce qui est en train de se passer en Angleterre, c'est qu'ils savent ce qui se passe en Allemagne, les gouvernants anglais. Et donc, ils sont en train de freiner toutes les dépenses inutiles. Nous, on n'en est pas encore là. Enfin, en tout cas, dans la politique officielle. Et donc, de ralentir la création d'éoliennes, Donc, je pense que l'argument économique fera peut-être accélérer les choses. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir. Mais peut-être, probablement pas pour demain. On verra. Pour revenir un petit peu dans le sujet quand même du CO2, oui. Il y avait une question qui nous avait été envoyée un petit peu avant. Comment est-ce qu'on peut différencier le CO2 qui est émis par l'homme de celui qui est émis par les animaux, les plantes, le CO2 naturel? Pour revenir à l'entropie. Ça, on sait le faire, oui. Mais comment ça marche? Oui. Je répondrai à côté à la question, mais je pense que... Ça, c'est pas sympa. Les scientifiques sont d'accord sur le fait que la teneur dans l'atmosphère du CO2, avant l'époque industrielle, donc avant le 19e siècle, était de 280 parties par million. Et ils sont d'accord que ça n'avait pas bougé depuis très longtemps. Alors, très longtemps, des millénaires. Il n'y a pas de preuve qu'il y ait eu de variation. Et puis, depuis qu'on s'est mis à exploiter les gisements d'hydrocarbures, c'est-à-dire le charbon, puis ensuite le pétrole et le gaz naturel, on est passé de 280, aujourd'hui on est à 410 ppm, et on va encore passer à 500 ou plus. Donc, ça me paraît une preuve absolument évidente que ce qui cause l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, c'est l'usage des hydrocarbures. Parce qu'avant, il y avait les mêmes phénomènes qu'aujourd'hui. Et pour moi, j'arrêterai le débat là, ça me paraît pas très intéressant. Alors, ce qui se passe, j'en sais trop rien, mais ce qui est certain, c'est qu'avant, ça bougeait pas, maintenant, ça bouge. Il y a quand même une relation de cause à effet qui est assez évidente. On peut aussi distinguer le CO2 qui vient de la combustion des
des hydrocarbures fossiles, du CO2 qui est naturellement produit donc par la vie, par la désintégration par le cycle de la vie, disons. C'est l'analyse isotopique, c'est pas le même oxygène, c'est pas la même proportion. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un isotope de l'oxygène qui n'est pas le même, ou pas toujours le même, ou pas présent dans la même proportion dans le CO2 d'origine courante et dans le CO2 que nous émettons par la combustion. Je crois que c'est principalement l'élément. Alors, le détail chimique, il faudra que je révise, mais pour le coup, on sait tracer le CO2 que nous brûlons. Ça, on sait assez le faire. Oui, mais enfin, encore une fois, ça ne me paraît pas très intéressant. Ce qui est intéressant... La question, c'était, est-ce qu'on sait? Donc, on peut répondre à la question. C'est vrai que les émissions naturelles de CO2 sont beaucoup plus importantes que les émissions humaines. Mais l'expérience montre qu'elles étaient absorbées par la nature. Au cours des millénaires écoulés, il y en avait autant produit que d'absorbés, puisque le degré de CO2, le degré de concentration restait constant. Il s'est mis à augmenter brutalement depuis qu'on consomme des hydrocarbures. Bon, ben voilà, c'est donc que l'augmentation est due aux hydrocarbures et que le débat sur l'origine des molécules, alors elles sont peut-être un peu différentes les unes des autres, mais me paraît personnellement sans intérêt. Bien. Est-ce que le CO2, là aussi c'est une question qui nous avait été envoyée, est-ce que le CO2 peut être responsable des phénomènes de type El Niño, etc. On n'a aucune preuve de ça. Non, là vraiment, on peut essayer de relier tout et n'importe quoi au CO2. On avait eu François Hollande qui, quand il avait fait son appel de Manille en 2014, nous avait expliqué que le réchauffement climatique créait des tsunamis. Bon, faut arrêter le délire. Et El Niño, déjà, on ne sait pas exactement ce que c'est. On le prévoit très mal. Et bon, on peut toujours émettre des hypothèses. Mais en l'occurrence, prétendre que le CO2 crée les phénomènes El Niño, c'est complètement gratuit. Oui, et puis il y a toujours eu ce phénomène El Niño. Il est répertorié depuis le XVIIe siècle. Enfin, depuis que pas sous cette forme-là, mais disons, on a des traces de l'existence du phénomène. Les conquistadors ont été en Amérique latine, donc il y a toujours eu ces phénomènes. De même qu'il y a toujours eu des cyclones, des ouragans, et que là, on vient de cette année d'avoir une année particulière avec beaucoup de cyclones de grande force, et d'ailleurs qui ont ravagé notamment l'île Saint-Barthélemy. Mais il faut savoir qu'on sortait d'une période de plus de 10 ans où il n'y en avait pratiquement pas eu. Bon, puis cette année, il y en a eu beaucoup. Donc, on a des phénomènes qui ont toujours existé. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu déjà du CO2 beaucoup plus que maintenant, puisque à l'époque des dinosaures... Oui, alors là c'était l'époque des dinosaures, on commence à parler de 100 millions d'années. Hein. On est quand même très très loin. Mais il y avait beaucoup plus de CO2. Et il y en avait encore plus avant, à l'époque du Cambrien, qui est encore plus loin, ça peut faire 300 ou 400 millions d'années. Et là, on avait 1% de CO2 dans l'atmosphère. On a des preuves parce qu'on a les roches qui ont été analysées, alors qu'aujourd'hui, on a moins de 1 pour 1000. On a beaucoup moins de 1 pour 1000. On a 1 pour 2500, si on veut être précis. C'est-à-dire vraiment quelque chose de tout à fait infime. Et c'est là où je dis que si on appliquait les modèles du GIEC à ces taux de CO2 qu'on a eu dans le passé, la température aurait dû être supérieure à 100 degrés et toute vie disparaître, et nous ne serions pas là pour en parler. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question importante maintenant, parce que on est d'accord, l'essence et le nucléaire, c'est mieux que les énergies intermittentes. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Enfin, mieux. C'est toujours un peu tranché, mais en tout cas, on produit beaucoup d'énergie pour moins cher, avec des inconvénients, parce que rien n'est sans défaut. Et si on fait le solde des avantages et des inconvénients, c'est quand même assez clair que les intermittents, il ne faut pas en attendre des miracles. Non, mais attendez, nous sommes en train d'enregistrer une émission. Il est 21h10. Nous sommes éclairés. Il y a de l'électricité. S'il n'y avait que les énergies intermittentes, bien entendu, il n'y aurait pas d'électricité. Tout au moins, les panneaux solaires ne produiraient rien. C'était même pas encore ma question. Et les éoliennes ne fonctionnent qu'un quart du temps à peu près en France. Donc il y aurait 3 chances sur 4 pour que l'émission puisse pas avoir lieu. On a besoin de sources permanentes. Donc, alors, quelle était la question? La question, c'est on fait quoi si justement ces énergies sont pas intéressantes? Le nucléaire, ça peut être dangereux. Le pétrole, ça va pas durer ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Alors, la solution, c'est de pas poser les faux problèmes. Est-ce qu'il y a un problème? Alors, allez interroger les Chinois et les Indiens qui sortent de la pauvreté. C'est les plus optimistes de la planète.
Ils vous diront, il n'y a pas de problème. Il y a 30 ans, on mangeait dans un bol de riz. Aujourd'hui, regardez les Galeries Lafayette avec le nombre de visiteurs chinois qui arrivent. Et vous leur... Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes qu'on invente. Il y a, bien sûr qu'il y a des problèmes. Rien n'est toujours parfait. Mais globalement, nous sommes dans une phase de prospérité que jamais l'humanité n'a connue. Ce qui n'est pas forcément toujours un progrès, parce que parfois la prospérité, ça amène n'importe quoi. Écoutez, allez interroger les gens qui, au lieu de mourir... Vous savez, c'est un sujet sérieux. C'est vrai. Hein, il y a... C'est une question de grille de lecture. À peu près, il y a plusieurs milliards d'êtres humains qui n'ont pas l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, ça c'est les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année vous avez plus de l'ordre de 4 millions de personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Parce que chez eux, on fait la cuisine sur des feux de bois dans la pièce principale. Ça équivaut à fumer 400 cigarettes en même temps. On brûle du bois, on brûle des bousses de vache, on brûle des broussailles, on brûle du charbon. Et ceci sur un foyer au milieu de la pièce principale. Les principales victimes, des femmes et des enfants. Bon, ben, écoutez, essayez de leur expliquer que le progrès qui consiste à leur donner l'électricité, c'est pas quelque chose de bien, vous aurez beaucoup de mal. Donc, nous vivons, et ceux qui sont les partisans de la théorie officielle ont une sacrée responsabilité. Parce qu'ils ne veulent pas, ou ne voudraient pas plutôt, que ces pays en voie de développement se créent la seule manière pour eux, sauf ceux qui ont des usines nucléaires, mais les autres, aller en Afrique. L'Afrique est en train de se couvrir de centrales à charbon et à gaz. C'est la seule manière pour eux d'éviter que les femmes et les enfants meurent et de leur procurer l'électricité. Ceux qui disent le contraire et qui veulent leur interdire de faire ça ont une sacrée responsabilité. Là, on ne parle pas de niveau de vie, on parle de vie et de mort. Il ne s'agit pas de savoir si on utilise trop son smartphone ou pas. On parle plutôt de mortalité infantile. Ceci étant, il y a un argument qui est très intéressant. C'est qu'effectivement, les ressources de la planète, mettons le pétrole, pour prendre l'exemple, mais c'est vrai pour du gaz et du charbon, ne sont pas inépuisables. Mais quand j'ai commencé ma carrière, ça fait déjà pas mal de temps, les rapports, y compris le rapport du Club de Rome, qui fait référence de manière négative, parce qu'il avait une vision fausse des choses, indiquaient qu'il y avait 25 ans de réserve de pétrole, et donc dans 25 ans, on manquerait de pétrole. Ça fait quand même très longtemps qu'il y a eu ce rapport du Club de Rome. Hein. Ça fait plus d'un demi-siècle. Et vous savez combien il y a de réserves prouvées de pétrole aujourd'hui? 60 ans de notre consommation de pétrole éprouvée par les compagnies pétrolières. Donc, bien sûr, un jour, on manquera de pétrole. Mais là, on peut dire que, grosso modo, alors les États-Unis, je vous le signale, grâce au gaz de schiste et au pétrole de schiste, viennent de battre leur production de tous les temps de pétrole. Et maintenant, ils exportent. Enfin, c'est ce qu'ils ne faisaient plus depuis les années 70. Ce qui change d'ailleurs beaucoup de choses, parce qu'ils n'ont plus besoin du Moyen-Orient. Enfin bon, vous voyez un peu comment se... Donc, il ne faut pas se tromper d'échéance. Posons-nous les problèmes d'aujourd'hui. Ils sont suffisamment nombreux. Ne cherchons pas à résoudre les problèmes qui se poseront à la fin du siècle dans des conditions que nous ignorons complètement. Quand on voit le développement d'Internet, grâce auquel on est là aujourd'hui, qui s'est produit extrêmement vite, qu'est-ce qui se passera d'ici la fin du siècle? Personne ne sait. Ne nous posons pas de faux problèmes et faisons confiance à l'humanité pour trouver des solutions au moment où ces problèmes se poseront. Et lisons votre livre. Et vivons notre vie, voilà. Et attaquons-nous aux vrais problèmes. Alors, non, je suis d'accord. Je voudrais juste, pour conclure cette émission, je voudrais rappeler que demain, nous avons une réunion donc, toute la journée à laquelle tu assisteras, j'espère, Christian. Bien tu sûr. seras là, et vous aussi, Richard. Donc, j'y serai aussi. Donc, c'est à Paris, au Musée Social. Chacun peut venir et consulter le programme en ligne sur notre site, donc climatoréaliste.fr, donc climato-réaliste avec un S.fr, et où nous aurons plusieurs exposés, puis un temps de débat, notamment parmi ceux qui viendront présenter des choses. Donc tu as cité Václav Klaus, qui est ancien Premier ministre et ancien chef de l'État de République tchèque. Nous aurons aussi Patrick Moore, qui sera présent. Patrick Moore, le nom ne dit peut-être rien aux auditeurs, mais c'est quelqu'un de très connu à l'échelle mondiale pour tous ceux qui s'intéressent à l'environnement, parce que c'est le cofondateur de Greenpeace.
Donc, il a été le président de Greenpeace quelques années et le délégué général à l'échelle internationale pendant quelques années, jusqu'au début des années 80. Il était même sur le Rainbow Warrior, qui a été coulé par les services secrets français en 1985, je crois, ou en 1986. Il n'y était pas le jour même, mais il y était la veille. Sans ça, il serait plus là. Donc c'est pour illustrer que c'est vraiment quelqu'un qui a été très engagé et qui eh bien, a fini par rompre avec Greenpeace quand il s'est rendu compte que c'était devenu une organisation qui était uniquement militante et qui avait perdu sa vocation un peu scientifique, disons un peu, enfin pas scientifique, enfin, de se fier à la science. Donc c'est une organisation qui est devenue anti-scientifique. Il l'a quitté, il la combat aujourd'hui et il a un discours qui est très intéressant et qui nous racontera demain. Nous aurons aussi Chantal Delsol. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu faire cette année. C'était les années antérieures, on avait des exposés qui étaient principalement scientifiques. C'était très bien, donc on en a parlé. Hein. Vous parliez tout à l'heure de cette question d'auditeur. Faites-nous un compte rendu critique. Bon, on l'a fait, on le fait, on continue à le faire, mais on veut aussi ouvrir à d'autres choses parce que cette affaire de climat a plusieurs, je dirais, champs de bataille. C'est pas seulement la science du climat. On a parlé de l'économie, on va parler d'autres choses, et il y a aussi une bataille à mener sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique. Et donc Chantal Delsol, qui est académicienne et qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques et qui est philosophe, qui a été même présidente de cette académie il y a 2 ans, vient nous faire un exposé sur le catastrophisme climatique. Nous aurons aussi Yann Biat, qui est britannique et qui est ancien régulateur du service des eaux en Angleterre et au Pays de Galles, donc qui a une belle carrière dans la gestion de l'environnement à l'échelle nationale. Donc encore un exposé voilà, sur cet aspect-là. Et donc quelques autres, je vais pas les citer tous. Oui. Ce qui est important, c'est de bien voir que nous avons donc des gens venant de tous les pays qui Oui. partagent les mêmes idées et qui se heurtent aux mêmes difficultés. Oui, c'est à peu près partout pareil. Donc il y a une réunion avec des conférenciers de premier plan. Eh bien, nous verrons les retombées dans la presse et dans les médias. Alors l'an dernier, nous avions eu pas mal de retours et évidemment complètement à charge. Donc Libération, voilà. L'Express, France Inter, Le Canard enchaîné avait fait un quart de page sur notre événement quand même. Et on est dans la phase où, quand on parle de nous, c'est en mal. Mais déjà, qu'on parle un peu de nous, c'est mieux que rien. C'est ce que disait Berlioz, qui disait: je ne lis jamais une critique, mais au-delà de 20 lignes, je remercie. Bon, alors espérons que nous aurons plus de 20 lignes. Et je voulais quand même signaler et rappeler, pour tous ceux qui ne pourront pas assister à cette réunion demain, la sortie de mon livre qui se trouve en librairie à partir d'aujourd'hui, qui s'appelle « Le CO2 est bon pour la planète ». Et ils y trouveront, pas tout à fait la même chose, mais beaucoup de choses qui seront dites demain dans cette réunion, de ce que nous appelons les climato-réalistes. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci pour vos questions, et puis à demain pour certains d'entre vous, j'espère, et à une prochaine occasion pour tous les internautes.